Bonjour à tous, bienvenue à cette histoire que nous décryptons ce soir. Est celle d'une famille déchirée par les démons de la division, une famille qui a été promue pourtant à un très bel avenir et à un avenir rayonnant. Depuis la tragique disparition de Marc-Vivien Foué le 26 juin 2003, c'est la grande hostilité et la guerre ouverte entre la veuve Marie-Louise et le père Martin Foué Amougou. L'héritage du défunt à la base de cette grosse déchirure. La veuve et le père en chien de faïence, le premier fils, Marc Foué, en prison en 2018, suite à des motifs de vol à main armée et séquestration dans l'agression d'un prêtre. Que reproche le père à la veuve? Comment faire pour reconstituer la famille des terrains des lions indomptables du Cameroun? Décryptage donne la parole ce soir à Martin Foué Amougou, le géniteur de Marc-Vivien Foué. Mais qui est-il? Son pinceau pour le portrait de Martin Foué Amougou. On regarde, on revient derrière accueillir notre... Il est né le 11 janvier 1948 en Kolmeyan 1, village situé dans l'arrondissement de Nkola-Famba, département de la Meufouya-Famba, dans la région du centre au Cameroun. Il est né d'une fratrie de 8 enfants. Parmi eux, 5 filles et 3 garçons. Martin Foué Amougou, après ses études secondaires, est recruté au ministère des Postes et Télécommunications, où il occupera le poste de chef service financier à la poste centrale de Yaoundé. Pendant 30 années, Martin Foué Amougou va servir son pays avec loyauté et engagement au moment où intervient dans les années 90 son départ à la retraite. Héritier de la chefferie de Marc Foué, son père chef de 3e degré d'un Kolmeyan 1, fervent militant du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, ce chef traditionnel est élu maire de la commune de Nkola-Famba, fonction qu'il va exercer pendant 19 ans. Pendant ses 50 ans de vie, Martin Foué Amougou avait vécu une vie paisible, s'occupant de son épouse Micheline et de leurs 5 enfants. Ceci jusqu'au 26 juin 2003, ce fameux jour où son fils Marc-Vivien Foué, milieu de terrain de renommée mondiale, s'écroule à Mondovision sur le rond-point central du Stade de Gerland de Lyon, en plein match de demi-finale de la Coupe des Confédérations. Les Lions indomptables du Cameroun affrontent alors la Colombie. Depuis ce jour, la vie de Martin Foué Amougou a visiblement basculé, désormais sous les feux des projecteurs, dans une pomme de discorde qui l'oppose à Marie-Louise Foué, la veuve de son défunt fils. Cet amour de jeunesse de Marc-Vivien depuis le lycée des Ligues Sono et le lycée de Nkondongo à Yaoundé, mais dont l'acte sera signé à l'ambassade du Cameroun à Paris le 13 octobre 1995. Une union que Martin Foué Amougou n'a jamais totalement acceptée, au point de ne pas assister à cette cérémonie nuptiale à Paris en France. La disparition de Marc-Vivien Foué viendra donc consacrer le désamour parfait entre la famille Foué et la jeune Marie-Louise. Bataille judiciaire autour de l'héritage entre Lyon, Paris et Yaoundé, blocage et déblocage de comptes bancaires, et bruit autour du patrimoine immobilier, sans oublier les conseils de famille houleux. Marie-Louise et Martin Foué Amougou n'ont pas cessé de défrayer tristement la chronique au Cameroun. Après 7 années de maladie, le père de l'international camerounais, Marc-Vivien Foué, rompt définitivement le silence sur décryptage. Quel sera l'avenir des relations avec Marie-Louise Foué, la veuve de son fils? Que sont devenus les projets et les promesses du gouvernement camerounais, de la Confédération africaine de football, des anciens coéquipiers de Marc-Vivien Foué? Et enfin, qu'en est-il de la situation actuelle du fils de l'ancien international camerounais, en délicatesse avec la justice française il y a quelques années? Pendant 90 minutes chrono, le temps du match Cameroun-Colombie, du 26 juin 2003, Martin Foué Amougou est sur le grill de Bonny Philippe. Excellente émission à tous. Et merci à Adalbert Messi pour ce portrait. Sur le plateau de décryptage ce soir, Martin Foué Amougou, géniteur de Marc-Vivien Foué, décédé le 26 juin 2003 au stade de Gerland, en plein match de Coupe des Confédérations Cameroun-Colombie, 72e minute. Un moment qui reste tragiquement
dans la mémoire de tous les Camerounais, de tous les Africains et de tous les footeurs à travers le monde. Martin Foé Amogo avec nous sur le plateau. Merci, bonjour, bonsoir. Bonsoir. Comment vous allez? Par la grâce de Dieu, ça va un peu bien. Vous avez fêté comme tout le Cameroun, ceux qui ont gardé une mémoire pour votre fils, le 19e anniversaire de la mort de Marc-Vivien Foé. Comment se sont déroulés les événements chez vous? Au fait, bonsoir à tous les Camerounais. Si vous voyez que ça fait 19 ans aujourd'hui, je n'arrivais pas à parler parce que ça me faisait tellement mal. Ça me faisait mal parce que ça fait 19 ans que je ne vois même pas mes petits-fils. J'ai eu l'AVC, j'ai eu l'hypertension, j'ai eu la goutte, j'ai eu mal aux yeux à cause du décès de Marc-Vivien Foé. Et de là, je remercie vraiment le chef d'État, Paul Biya, qui m'avait vraiment soutenu avec sa dame. Et tous les Camerounais, pas seulement les Camerounais, mais tout le monde entier qui m'ont soutenu. Et en plus de ça, je suis tombé malade. On m'a évacué en Afrique du Sud. J'ai fait 4 mois et demi en Afrique du Sud. Je suis revenu, ça n'a pas tenu. Mon fils, Foué Ataba Robert Emmanuel, était obligé de me prendre à Lyon. De là à Lyon, j'ai fait jusqu'à 7 ans à Lyon de maladie. Dieu merci, le gouvernement français m'a pris en charge. J'ai eu vraiment la possibilité d'être guéri. Et je profite vraiment de cette occasion pour dire merci au peuple français. Merci à le président Eto'o-Fils qui m'a fait partir du Cameroun parce que arrivé à l'ambassade de France, c'est Eto'o-Fils qui avait démarché pour que j'obtienne un visa de 7 mois. Je lui dis infiniment merci. Oui, vous dites merci au gouvernement français qui vous aurait pris en charge, qui vous a pris en charge. Ouais. C'était en quel nom? Comment ça s'est passé pour que le gouvernement français en vienne à vous prendre en charge? Voilà ce qui s'est passé. J'ai fait 2 semaines à l'hôpital Édouard Herriot. De l'hôpital Édouard Herriot, on m'a fait sortir de l'hôpital Édouard Herriot en me demandant 20 300 000. D'où je pouvais trouver les 20 300 000. De sorte que j'ai appelé Madame Kerdo à Valence. Parce que quand j'étais maire, c'est elle qui me donnait souvent les verres et les produits pour traiter les yeux aux populations. Madame Kerdo, c'était qui? C'est qui? Madame Kerdo, elle était première adjointe au maire de Valence et inspecteur du travail. J'ai fait appel à elle. Elle est venue. Quand elle est venue, elle m'a conduit chez le député parce que je ne connaissais pas le député. Elle m'a conduit chez le député, dire au député que quand Marc était couché à la cathédrale de Lyon, tout le monde avait dit qu'ils vont s'en occuper de sa famille. Et de là, le député, comme c'était une chance, qu'il voulait aller à Paris,
Il m'a fait comprendre que voilà, dans 2 jours, j'irai à Paris, faites une lettre. Comme ça, je pardonne à main propre au ministre de l'Intérieur, l'ancien ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb. Nous avons fait la lettre. Il est parti, il a remis la lettre à Gérard Collomb, ministre de l'Intérieur français. De là, il m'a appelé au téléphone. L'enfant est venu m'appeler. Océane m'a appelé. Il me dit, papi, on te veut au téléphone. Je suis parti. Le ministre dit que c'est vous, monsieur Fouet. J'ai dit, Excellence, c'est moi. Voilà, je suis tout de suite à Lyon. Si tu peux venir me trouver à la maison. J'ai dit, Excellence, je ne connais pas. Je ne connais pas la ville. Bon, et il me dit, dis à ton fils de venir t'accompagner. Je lui ai appelé, il était au boulot, il est venu, je lui ai dit de demander une permission. Il a demandé une permission, il est venu. Il a mis le GPS dans la voiture, nous sommes partis, on est arrivé directement chez le ministre. Le ministre m'a fait comprendre que qu'est-ce qui n'allait pas, je lui ai expliqué. Et jusque-là, je n'étais pas complètement guéri. Le ministre a demandé à son garde du corps de chercher le numéro du directeur de l'hôpital, Édouard Réau. Il a apporté le numéro de téléphone. Il a appelé le directeur. Il a dit au directeur qu'il voulait le dossier de M. Fouet. Le directeur lui a dit qu'il va envoyer une personne avec le dossier. Ça n'a même pas fait 10 minutes. Ils ont ramené le dossier. Le ministre a commencé à feuilleter le dossier. Et il a pris un bic, un crayon à billes dans sa poche. Il a barré complètement mon nom. Il dit qu'il paye les 20 300 000. D'accord. Donc ça c'est le gouvernement français, à travers le ministre de l'Intérieur qui s'est occupé de vous. Vous avez mentionné le coup de main de Samuel Eto'o. Nous allons parler de long en large des coéquipiers ou de la contribution des coéquipiers de Marco dans tous les événements qui se sont déroulés. Nous allons en parler. Mais revenons, pour ce 18e, pour ce 19e anniversaire, qu'est-ce qui a été fait du côté de Biteng, là où Marco a laissé son complexe, que nous allons également évoquer dans ce programme? À Biteng, je peux dire que rien n'a été fait. Pourquoi? Parce que quand je voulais un peu travailler, Marie-Louise est partie me porter plainte à Ekounou, que je suis en train de détruire le plan du complexe. J'ai été obligé de laisser pour ne pas avoir de problèmes. J'ai été obligé de laisser. Or, le complexe, quand Marc était en Europe, c'est moi qui faisais, c'est moi qui considérais le complexe. Étant donné que même le comptable du complexe, j'avais signé ça avec un blanc, un belge, au nom de Blumen. Donc c'est moi qui faisais tous les travaux. De là, j'ai été tellement surpris, il y a de cela 1 semaine et demie. Je vois le complexe, on est en train de casser le complexe. Et je suis parti,
Je lui ai demandé que vous cassez le complexe. Qui vous a donné l'autorisation? Ils me disent que c'est Marie-Louise. Marie-Louise, quel est ce mépris? Marie-Louise n'arrive même pas à me voir. Et là, alors que je me suis fâché, j'ai dit d'arrêter tout. Je suis allé prendre un huissier pour faire le constat. L'huissier a fait son constat. Et après, je vois une décision du ministre de la Santé. Vous pouvez voir carrément. On change le complexe en... Alors, le ministre de la Santé décide, article 1er, il est autorisé à compter de la date de signature de la présente décision, la création et l'ouverture des cycles de formation des aides-soignants généralistes, des infirmiers diplômés d'État, des sages-femmes, des techniciens médico-sanitaires options, kinésithérapie, psychomotricité et relaxation, des infirmiers spécialisés options, gérontologie, par Madame Marie-Louise Foé, fondatrice du complexe de formation des sciences de santé Marc-Vivien Foé, habitant Nkomo. Le gouvernement, en article 2, se réserve le droit d'inspecter l'environnement académique et social de l'établissement à tout moment pour s'assurer que la fondatrice respecte les dispositions prévues par la réglementation en vigueur. La présente décision, un peu du rituel. D'accord. Alors, Marie-Louise envoie casser le complexe. Oui. Puisque vous avez évoqué déjà par 3 fois, 4 fois le nom de Marie-Louise depuis le début de l'émission, Papa Foé, comment ça se passe aujourd'hui que vous en veniez à être à couteau tiré avec votre belle-fille? Qui est l'héritier des biens de Marc-Vivien Foé? Marc-Vivien Foé a ses fils. Marc-Vivien Foé a ses fils. Chez nous, les Bantous, quand le papa meurt, il laisse des enfants. L'aîné de ces enfants doit habiter là où était son père. C'est pour ça que, en tant que grand-père, j'ai donné la concession là où Marc devait habiter en commun bitin. La maison, j'avais acheté le terrain 4200 mètres. Je peux même vous montrer quelques photos quand je construisais cette maison. Vous construisiez la maison au nom de qui? En votre nom ou au nom de Marc-Vivien Foé? Au nom de Marc. Alors, si vous avez construit la maison au nom de Marc-Vivien Foé, est-ce que vous comprenez aujourd'hui que vous, le père de Marc-Vivien, soit de ceux qui revendiquent son héritage, ou que vous soyez impliqué dans la dispute de son héritage, des biens qu'il a laissés? Du moins, je ne dispute pas les biens. Je n'ai jamais discuté les biens. Que ce soit au niveau de la famille, que ce soit au niveau de la justice. D'ailleurs, je n'avais pas du temps. J'étais sérieusement malade. Je n'avais pas eu du temps. C'est Marie-Louise qui est en train de me traîner partout. Je suis parti en Europe. Depuis, ils ont laissé faire du magouille ici et changer même les titres fonciers et tout. Or, le titre foncier de l'Ikissono, j'ai écrit au ministre que je ne peux pas, je n'accepte pas. J'avais 2 enfants, un mort. Il me reste un enfant. Et quand il me reste un enfant, je dois donner tout ce que Marc avait laissé, tout ce qui est au Cameroun. Moi, j'avais donné à mes petits-fils. Étant donné que la maison, donc comme j'ai dit, que Marc Scott, la maison, donc comme on l'appartient. Les 2 filles en question, les voilà. Nestlé et Angela. J'étais obligé
de donner à l'ancien aéroport ici. Il y a 2 villas. Un, les gens de l'ambassade de France ont loué. 2, l'autre villa, c'était l'ancien directeur des ACAM, Lovat, le blanc. Tous ces villas ont des piscines. J'ai donné aussi à ces 2 enfants. Marc qui laisse 2 enfants, je vois mal comment je peux discuter les biens avec ses enfants. Les biens appartiennent aux enfants. J'ai dit même à Marie-Louise que je veux voir le titre foncier au nom de ses enfants. Mais quelle est la part d'héritage de Marie-Louise après le décès de son mari? Son mari a épousé une femme qui, dans le partage de l'héritage, doit être au centre des affaires. Comment se passe-t-il que ce soit vous, le père de Marc Vivien, qui s'occupe du partage des biens? Oui, effectivement, le père de Marc doit s'en occuper des biens. Marc était mon fils et mon premier fils. J'ai eu de la peine pour élever Marc. Et je ne peux pas laisser tomber Marc si Marc meurt. Et en dehors de ça, ce sont les biens du Cameroun que moi j'avais donnés. Tout ce que Marc avait laissé en Europe, c'est Marie-Louise qui a tout pris. Marc avait 7 comptes. Il me disait, il ne pouvait rien me cacher. Sur les 7 comptes, voilà comment Marc n'utilisait pas l'argent Marc n'utilisait pas l'argent des primes. Les primes étaient destinées à sa famille. Moi qui vous parle, j'avais 1 500 000 par mois. Sa maman avait 500 000 par mois. Sa belle famille avait 400 000 francs par mois. Et tout ce que Marc prenait des enfants, Marc élevait beaucoup des enfants dans le département de la Mofouya-Famba. Marc prenait, si tu veux faire l'école, Marc te prend, il te met à l'école. Il prend un véhicule, il te donne. Et tous les vendredis, il fallait mettre le carburant, tout le monde faisait le plein. Tous les vendredis. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vraiment vu le jardin secret. Vous avez vu qui était Marc. Marc était sérieusement riche. Et Marc, presque tous les, pas seulement les Camerounais, même le monde entier, il fut un temps, il y avait une dame européenne qui avait, son enfant était sérieusement malade. Il fallait mettre un cœur sur cet enfant, il fallait acheter un cœur. Marc a donné l'argent. Marc a donné l'argent. Mais nous connaissons des familles, puisque vous avez vous dites que nous sommes des Bantous, et c'est effectivement le cas, des familles où le fils parti, les guerres, si vous voulez, les divisions peuvent survenir, ou les désaccords, les mésententes, tout ce que vous voulez, entre la veuve, dont l'épouse et les enfants. Ça, c'est un nouveau cas, un cas particulier où le père est impliqué dans ces incompréhensions, dans ces mésententes de l'héritage de celui qui est décédé. On s'attendrait à ce que ce soit le fils et la mère qui soient à couteau tiré. Donc, les enfants étaient encore mineurs. Quand Marc décidait, les enfants étaient encore mineurs. Mais
À l'heure où nous parlons, les enfants ne sont plus mineurs. Mais qu'est-ce qu'ils disent de toutes ces batailles-là entre vous et leur maman? Franchement, le fils aîné de Marc allait d'abord mourir. On l'avait amené, Marie-Louise l'avait amené à Londres. À Londres, les hooligans ont battu l'enfant sauvagement, de sorte que quand vous voyez l'enfant à l'heure actuelle, à l'heure où je vous parle là, il a une prothèse sur la tête. Pourquoi me défendre mes petits-fils? Pourquoi me défendre mon sang? Et Marie-Louise, quand nous sommes partis au village, accompagner l'odeur au village, le président avait fait tout, le président Biya. Il y avait le secrétaire général de la présidente, Atan Mabara. Il y avait le ministre Widouang Pat. Il y avait le ministre Mbargamboa. Il y avait le ministre Grégoire Ouana. Nous sommes partis au village. Ce qui m'a tiqué un peu pour dire que Marie-Louise, je ne sais pas. Vous perdez un enfant comme Marc-Vivien Foué. Elle n'arrive pas à faire 2 jours au village. Elle est rentrée. Elle dit qu'elle part en France. Je la pose la question que tu pars chercher quoi en France? Tu ne travailles pas. Tu ne fréquentes pas. Les enfants sont en vacances. Pourquoi nécessairement tu pars maintenant en France? J'ai dit que même à l'aéroport, je ne t'accompagne pas. Papa Foué, je demande, si vous avez une fille, là maintenant, qui va en mariage, vous savez, on ne va pas souhaiter un malheur au mari de votre fille, à votre gendre, mais si vous avez une fille qui épouse un homme et que cet homme-là venait à disparaître, mais vous savez que c'est la fille qui hérite des biens de son mari, parce que, enfin, même dans un régime de biens communs ou séparés, mais c'est la fille, votre fille qui est allée en mariage qui hérite des biens. Et que ce sont les fils, à la limite, qui peuvent lui contester cette paternité de certains biens. Non. Disons, nous sommes des Bantous. Quand nous sommes des Bantous, ça ne se passe pas comme ça. Ça ne se passe pas comme ça. Je suis un grand-père. Quand je suis un grand-père, quand je vois que ça ne marche pas quelque part, j'ai le droit de mettre de l'ordre. J'ai le droit de mettre de l'ordre. Parce que si je vous dis que en tant que grand, en tant que vieux, j'ai observé beaucoup de choses. C'est ça qui m'a fait prendre ces reculs. Quand vous avez une fille, Marie-Louise, c'est moi qui ai parti doter Marie-Louise. C'est moi qui ai parti demander la main à Marie-Louise. Marc-Vivien Foué n'était pas. À l'heure où je vous parle, je ne connais pas le village de Marie-Louise. Mais pourquoi ça signifie que depuis le départ, après que vous soyez allé demander la main, vous avez vraiment jamais porté... Vous avez jamais porté Marie-Louise à cœur? Si vous ne connaissez pas son village, ça signifie qu'il n'y a vraiment jamais eu de lien assez fort entre vous. C'est sa maman. C'est sa maman qui est à l'origine de tout ça. J'ai dit que je m'en vais voir le village de Marie-Louise. Sa maman me fait comprendre que je ne peux pas arriver là-bas. Les voitures ne partent pas là-bas. J'ai dit que j'ai le 4x4. Je veux me débrouiller. Elle dit qu'il faut attendre. On attend jusqu'à présent. Ce n'était pas de ma volonté. Si je vous dis que pour demander la main à Marie-Louise,
on m'a fait 9 listes. J'ai tout donné. J'ai tout donné. De sorte que nous sommes arrivés à 9 heures du matin. De 9 heures jusqu'à 2 heures du matin, on n'avait même pas bureau. De sorte que j'étais obligé de me lever. Je leur demande que ne demandez pas que ces gens, on ne connaît pas comment ils sont. Il y a une personne qui parle et une autre personne vient s'intercaler. Non. J'ai dit que nous ne sommes pas venus faire la guerre. Nous sommes venus pour l'amitié, pour un mariage. Comment vous nous traitez comme ça? À 1 heure du matin, Marc-Vivien Foué m'a appelé au téléphone. Pardon. Il me dit, papa, qu'est-ce que tu fais dehors à pareille heure? J'ai dit que je vais aller jusqu'au bout. Il me dit, jamais. Jamais il faut que tu rentres. S'ils ne veulent pas de nous, tu rentres. J'ai dit que tu es petit. Je vais aller jusqu'au bout. Et ils me disent que ce n'est pas comme ça qu'ils font chez eux. Ils donnent la nourriture à 3 heures du matin. J'ai dit que je ne peux pas manger à 3 heures du matin. Papa Foué, ça signifie que avant que Marc-Vivien Foué ne meure, il n'y avait pas déjà entente entre votre famille et la famille de Marie-Louise, c'est ça? Oui. Est-ce que ceci peut expliquer cela? Oui. C'est ça que je vous explique. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il est évident que Marc-Vivien parti, Marie-Louise ne sort pas dans vos bonnes grâces? Non, du moins, je n'ai pas chassé Marie-Louise. Quand vous allez voir leur chambre est environ à 2 mètres de ma chambre. Je n'ai pas chassé Marie-Louise. Même toute ma famille n'a pas chassé Marie-Louise. Oui, mais d'accord, ils ont demandé 9 listes, d'accord, peut-être exagéré, encore que Marc-Vivien ne manquait pas les moyens, même si ça avait été une centaine de listes. Ça vous a énervé, vous avez été mal accueilli, tel que vous le dites, mais lui, Marc-Vivien, a accepté de prendre cette épouse, qui est devenue son épouse, sa femme, et donc avec qui il a construit sa vie. Une fois parti, n'est-ce pas que les biens devraient, si on s'en tient à la loi, devraient revenir à celle avec qui il a vécu, malgré tous ces problèmes que vous évoquez? Non, je peux vous dire que Marie-Louise avait un salaire. Avait un salaire? Marc-Vivien Foué le payait un salaire. Parce qu'elle travaillait quoi? Elle accompagnait les enfants à l'école et elle reprenait les enfants. Ah, mais ça, c'est pas un salaire, c'est normal. Vous, ouais, par exemple, ouais, vous donnez un peu de sous à votre épouse, non? Non, non, non. Non, non, ce n'est pas comme ça. Je donne les sous à mon épouse. C'est vrai. Mais, comme elle n'avait pas du travail, Marc m'a fait comprendre que il va trouver du travail à Marie-Louise. Et ce travail, c'était pas quand même accompagner ses enfants, parce que ce sont ses enfants. On ne peut pas, tout à fait. On peut pas avoir pour travail accompagner ses enfants à l'école, parce que le mari travaille, on est à la maison. C'est normal qu'on s'occupe de certaines tâches ménagères, non? C'est normal. Et donc, ce qu'on reçoit en fin de mois ne peut pas être considéré normalement comme salaire. C'est vous qui le dites, mais du moins, c'est comme ça qu'ils avaient conclu. D'accord. Alors, et comme elle recevait un salaire, vous avez été mal reçu lors de la dot ou du toquet-porte, je ne sais pas exactement. Vous considérez aujourd'hui que Marie-Louise n'était vraiment pas celle avec qui Marc-Vivien aurait pu vivre, devait vivre? Vous avez béni cette union? Attendez, je vais vous dire un secret. Après le match, Marc
Marie-Louise même connaît ça, que Marc lui disait qu'après le match, il va divorcer. Non. Je vous jure, Dieu est témoin. Je vous jure, Dieu est témoin. Étant donné que son petit frère, même père, même mère, la maman de Marie-Louise est partie chasser tous les gens qui avaient dans la maison. Pourquoi? Bon, d'accord. Ils n'ont pas divorcé entre-temps. Et il est mort sans qu'ils ne soient séparés. Donc. Non, non, non. Non, non. On l'a eu. On l'a eu. On a eu Marc-Vivien. Oui. Ça veut dire quoi? Dites-nous. Ça veut dire que si vous étiez comme moi, Marc n'était pas malade. Marc s'est très bien entraîné. C'est très bien entraîné, oui. Ouais. Marc, ils ont pris le repas ensemble. Vous savez que l'équipe, quand vous êtes en compétition, vous prenez le repas 19h30, 20h. Marc est parti se coucher. Marc était même chambre avec son coéquipier Motom. Lucien Motom. Oui, Lulu, oui. Ouais. Ça a toujours été son cochambrier. Voilà. Ouais. À minuit, j'ai dit bien à minuit, on a apporté la nourriture à Marc. L'hôtel? À l'hôtel. L'hôtel lui a apporté la nourriture? Jamais, c'est sa femme qui a apporté la nourriture à Marc. Papa Foy, vous voulez insinuer quoi? Non, Marc aurait été empoisonné. Je vous relaxe ce qui s'est passé. Oui, d'accord. Marie-Louise, sa femme, lui a apporté la nourriture. Elle en a le droit. Ouais. Elle protège son mari. Elle prend soin de lui. Le rapport viendrait d'où? Parce que là, nous parlons de la mort de Foy. C'est-à-dire, si vous étiez vraiment à ma place, j'aurais fait vraiment la guerre. Parce que ce n'est pas Marc qu'on pouvait tuer comme ça. Et de là, vous savez que c'était l'équipe nationale. Avec cette équipe nationale, comment voulez-vous que ce n'est pas à 20h, ce n'est pas à 19h, ce n'est pas à 18h. On amène la nourriture à minuit. Papa Foy, Marc n'est-il pas mort d'accident? Non. J'ai dit bien non. J'ai dit non. J'ai dit non. Empoisonnement? Oui. Oui. Quand Marc a mangé, il a commencé à vomir, à faire la diarrhée, à vomir, à faire la diarrhée, à vomir, à faire... De sorte que on est parti appeler le docteur de l'équipe nationale. L'équipe nationale a travaillé toute la nuit pour traiter Marc. Toute la nuit. Est-ce que le docteur de l'équipe nationale peut nous dire de quoi souffrait Marc? Bon, alors ça c'est une version que vous sortez aujourd'hui qui n'a jamais été sûre. Je vous dis que... Lucien Motom, qui était cochambrier de Marc-Vivien Foy, le médecin de l'équipe nationale jusqu'ici n'ont pas véhiculé cette version. Ouais. Parce que vous faites une accusation très grave aujourd'hui. Est-ce que c'est pas parce que Marc-Vivien Foy n'existe plus, dont on ne peut plus parler, de là où il est, il vous regarde peut-être, et que vous en profitiez pour accuser quelqu'un qui l'a aimé? Pourquoi? Vous nous parlez de divorce, Pourquoi? mais le divorce n'est pas arrivé et on voyait... Moi j'ai vu Marc-Vivien aller à la Coupe des Confédérations.
J'étais l'un des derniers qu'il a eu au téléphone pendant qu'il faisait ses bagages. Ouais. Il n'y a jamais eu l'ombre d'un souci entre Marc Vivien et Marie-Louise. Maintenant, vous faites une déclaration très grave. Je vous dis que c'était comme ça. C'était comme ça. Sa maman était là-bas au SAD. Son petit frère était là-bas au SAD. Le petit frère de Marie-Louise et la maman de Marc. De Marc. Marc Vivien Foué. C'est ça. Foué Ateba Emmanuel. Et sa maman, Madame Foué, était là-bas aussi. Alors, d'accord. Vous vous fondez sur le fait qu'une épouse a apporté la nourriture à son époux, à son mari. Quoi de plus normal pour accuser l'épouse de... La question que moi je me pose, pourquoi ne pas contrôler cette nourriture? Parce que c'était son épouse. Même si c'est son épouse, le docteur devait vérifier la nourriture. Alors, la nourriture a été apportée à Marc Vivien, à Marco, pour court-circuiter le divorce qui arrivait. C'est ça? Non. J'ai dit non. Marie-Louise était complètement infidèle. Parce que 19 ans, ce n'est pas 19 jours ou 19 mois. J'ai tout supporté. Alors, est-ce vous, Papa Foué Amougou, ou votre fils qui aurait dû se rendre compte de tout ce que vous dites aujourd'hui alors qu'il est parti et visiblement ne se plaignait pas? Qui vous dit qu'il ne se plaint pas? Moi, je connais très bien. Moi, je causais avec mon fils. On n'a jamais eu de problème. Hein. Il n'y a jamais eu l'ombre chez nous. Moi, je causais très bien avec mon fils. On était en bon temps. D'ailleurs, c'était mon complice. Il arrivait parfois que sa maman, quand qu'elle se fâche, il me regarde, je lui regarde. Ça passe comme ça. Hein. On parle, on sort. C'était mon complice. Étant donné que Marc, quand il a commencé à fréquenter, c'était dans Parc Repiquet. Parc Repiquet, il faisait la maternelle. Je l'accompagnais à l'école. Roger Mila jouait au tonnerre à Djongola, la gare. Là. Oui. On partait souvent voir les entraînements. De sorte que Marc était mon complice. Alors, Papa Foué, si Marie-Louise n'avait pas été tout ce que vous dites aujourd'hui, est-ce que vos rapports seraient différents? Tout à fait. Tout à fait. Tout à fait. Tout à fait. Est-ce que vous considérez que même si elle avait été ce que vous dites, c'est vous qui le dites, je n'ai pas d'éléments pour le vérifier, même si elle avait été ça et que l'acte de mariage est resté valable, elle devrait hériter des biens de son mari? J'ai dit carrément non. C'est les enfants qui sont des héritiers. C'est les enfants de Marc. Et vous voyez comment, moi, je n'avais pas assez de moyens. J'ai élevé mon enfant. Que s'il dépasse à Marie-Louise d'élever aussi ses enfants.
on bat Scott, on emprisonne Scott, on ne sait pas. Voilà les deux là. Je ne sais pas là où ils se trouvent actuellement. Vous pensez qu'avec la situation que vous décrivez, Marie-Louise aurait le courage d'amener les enfants vers vous? Pourquoi pas? Si on ne se sent vraiment pas tort, je vois mal comment elle peut ne pas amener les enfants chez moi. Mais ça se voit que vous éprouvez vraiment de la haine pour elle. Le mot n'est peut-être pas fort. Vous nourrissez de la vraie haine pour elle. Hein. Non, étant donné que j'ai mes petits-fils, ça c'est mon sang. C'est mon sang. Je suis obligé d'accepter mon sang. Est-ce que vous avez demandé aux enfants qu'est-ce qu'ils pensent du fait... Les enfants, je ne les vois pas. Ça fait 19 ans aujourd'hui. À Scott au moins. Je te dis que même Scott, tout ce qu'il avait comme numéro dans son ordinateur, on a tout effacé. Est-ce que si les enfants avaient été d'accord avec vous dans toutes les batailles qui se passent aujourd'hui, ils ne chercheraient pas à vous appeler pour vous dire « nous on est tout cœur avec toi » Et s'ils ont même le numéro? Ils n'ont pas de numéro. Je vois mal comment mes petits-fils, quand vous voyez la photo, on était de bons amis. Des bons amis. Peut-être vous tournent-ils aussi le dos parce qu'ils se rendent compte que vous en voulez dangereusement à leur maman. Moi, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Papa Foué, comment est géré l'immeuble d'Elixono? Les meubles de Ligison, c'est le bien de Foué Marc. Quand je dis que c'est le bien de Foué Marc, c'est Foué Amougou Martin qui avait acheté l'immeuble. C'est-à-dire vous? Moi, qui vous parle là. Et la personne vit même encore. Et comme des Janvion qui jouait au tonnerre. Vous pouvez le voir. C'est moi qui avais acheté le terrain chez Comna. Et c'était le 21 septembre 1994. Et le terrain m'appartient. Avec tout ce qui m'appartient, appartient aussi à mes enfants. De sorte que j'ai pris un crédit au crédit foncier. L'affaire même est en cours à l'heure actuelle. Parce qu'il y a eu un trop perçu, comme j'étais malade, et ma femme et mon beau-frère allaient toujours payer. Les gens au crédit foncier, ils n'ont pas arrêté de prendre l'argent. J'étais obligé de les porter plainte. C'est ça. Et donc vous avez pris un crédit pour bâtir cet immeuble, c'est ça? Hein? C'est ça là. Oui, d'accord. Et vous l'avez bâti au nom de Marc-Vivien Foué? Non. D'accord, en votre nom. C'était l'immeuble Foué. Il fallait mettre seulement Foué. On ne savait pas qui est ce Foué. Voici le titre foncier. C'est ça là. Voici le crédit que j'ai pris au crédit foncier. Qui a remboursé le crédit? Vous ou votre fils? C'est moi. C'est moi. Je vous dis que voilà les preuves. C'est ça là. Vous pouvez lire. D'accord. Et il y a un an, Marie-Louise a versé du gravier et du sable devant l'immeuble pour obstruer certains bureaux qui sont occupés et dont les propriétaires ont ouvert des clients, ont ouvert des boutiques. Ouais. Vous avez compris cet acte de Marie-Louise qui réclame... Et de là, comme je ne pouvais pas parler, j'étais hospitalisé. J'étais encore à l'hôpital. Mais les journalistes m'ont appelé.
je les ai fait comprendre que avant que Marie-Louise ne vienne en mariage, j'avais eu déjà l'immeuble. Et avant que Marc-Vivien Fouet aille en France comme professionnel, il y avait déjà l'immeuble. Parce que quand nous sommes rentrés aux États-Unis à la Coupe du Monde, Marc n'était pas professionnel. Il jouait dans Canon de Yaoundé. Absolument. Marc n'avait même pas assez d'argent. Étant donné que le Canon, je le dis haut et fort, le Canon ne l'a jamais payé même 1 franc. Mais j'ai laissé. Nous sommes partis en Coupe du Monde. J'ai dit que c'est la chance que Marc a eue. Nous sommes partis en Coupe du Monde aux États-Unis. Marc n'était pas professionnel. Et j'avais eu l'immeuble 1993 que j'avais acheté du terrain. J'ai fait le titre foncier le 21 septembre 1994. Marie-Louise n'était pas encore venue en mariage. Tout ce que j'ai même avec mon âge, ça appartient à Marie-Louise. Ça l'appartient. Mais si vous ne la portez pas dans votre cas, mais vous accusez Marie-Louise de choses très graves. Pendant que l'on vous a accusé, vous aussi, nous étions aux obsèques de Marc-Vivien, on entendait des choses ci et là, telles que Papa Foya Mougou ne voulait pas que Marc-Vivien aide la famille, aide l'Invoque Manga. L'Invoque Manga aurait pris l'avion mystique pour retrouver Marc-Vivien à Lyon pendant la Coupe des Confédérations parce que Papa Foya Mougou ne voulait pas que Marc-Vivien leur viennent en aide. Tout ça, c'est des mensonges. Tout ça, c'est des mensonges. Je le dis vous est fort. Vous pouvez vérifier. Tout ça, c'est du mensonge. Ils ont dit que Marc a donné des télévisions pour que j'aille distribuer au vieux. Quelle marque? Quelle d'autre que j'ai pris les télévisions? J'ai fait quoi de ces télévisions? Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Et quand vous voyez, c'est la famille de Marie-Louise qui avait vraiment trouvé toutes ces solutions. Pourquoi? Parce que quand je vous dis qu'on a été très mal accueillis, de sorte que tous les gens que j'avais amenés, beaucoup sont rentrés, ils avaient faim. Oui, d'accord, vous continuez de parler de la famille de Marie-Louise. Moi, je vous parle de votre famille qui aurait été mécontente de ce que vous viviez dans l'opulence, vous aviez tout, votre fils venait parfois vous donner de l'argent pour donner aux autres membres de l'ethnie Invoque Manga et que vous bloquiez tout ça. Et donc, à un certain moment, on a été mécontent et qu'il y aurait eu des choses. Enfin, ça, c'est, bon. Je reprends ce qui se disait lors des obsèques. J'ai dit que, est-ce qu'on peut me montrer une personne que j'ai refusé l'argent? Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Marc m'a donné 32 millions pour mettre du courant 17 kilomètres. Pas seulement les Manga. Même les Babas ont profité de ça. Je suis parti à Bafoussam acheter les poteaux moi-même. Je suis allé voir directement le ministre des Mines et de l'Énergie. Il m'a donné des techniciens. Tout ça, c'est du mensonge. Mes petits frères, même père, même mère, Marc les conseillers des maisons. On prend seulement la clé, on te donne. En dehors de ça,
il y a beaucoup... demandez un peu aux gens du canon, ils vont vous dire. C'est que Marc les faisait. Dire que je défendais les choses que Marc voulait donner, ce n'est pas vrai. D'accord. Nous allons parler tout à l'heure des rapports entre Marc Vivien et ses anciens coéquipiers, les rapports entre Marc Vivien, Frère Marc Vivien et l'État du Cameroun. Qu'est devenu son héritage? Il y a beaucoup de promesses qui avaient été faites lors de ses obsèques. Tellement de discours avaient été tenus qui allaient dans le sens de perpétuer son héritage. Aujourd'hui, tout est tombé en ruine. On va voir ce qu'il en est juste derrière. Mais avant cela, Popo Foué, est-ce que, avec tout ce que vous dites, une réconciliation, un apaisement est-il possible entre vous, Papa Foué et Marie-Louise? Actuellement, Marc est mort. Qu'est-ce qu'on peut faire? Il est parti. On attend seulement notre jour. Pourquoi pas? Donc vos gars, oui, d'accord. Pourquoi pas? Si elle vient, moi je vais l'accueillir. D'ailleurs, dans la chambre que je vous dis là, chez moi, elle a encore ses choses. Elle a ses choses là-bas. C'est elle qui ne veut pas me voir. Parce que 19 ans, elle sait très bien que j'ai été sérieusement malade. Pas même un franc pour acheter une Ivaquine. Est-ce qu'il n'y a pas eu l'argent? Vous savez que l'État n'a rien donné. L'État a donné. Les coéquipiers n'ont rien donné. Ils ont donné. Les promesses, oui, quoi? Qu'est-ce qu'ils ont donné? Ils ont donné. Les coéquipiers ont donné l'argent. Ils ont donné l'argent. Ils ont donné l'argent. Même la FIFA a donné l'argent. Plus de 525 millions de francs. Bon, c'est des chiffres que vous imaginez. Hein? Non, je n'imagine pas. Vous avez non, je n'imagine pas. C'est moi qui ai parti traiter avec Sébrater. C'est moi. Je n'imagine pas. L'Olympique Lyonnais parle au canal du joueur ivoirien là. Gérard Vigneault? Non, Boli. Oui, Basile Boli. Oui, Basile. Basile Boli. J'ai été au match. Ce qui m'avait énervé, nous sommes partis au match, avant même de partir au match. Le billet d'avion, est-ce que vous savez la personne qui est venue me remettre le billet d'avion? Dites-nous. C'était l'oncle de Marie-Louise. On ne peut pas me donner le billet d'avion. Ce n'est pas mon enfant. Arrivé là-bas à Paris, on était à Lyon. On était à l'hôtel. Si ce n'était pas le petit Emma, on me jetait carrément ma valise dehors. Pourquoi Marie-Louise, elle m'a fait un truc que je n'ai pas compris. J'arrive à l'hôtel. Marie-Louise me dit qu'elle doit rentrer à Londres. Elle a réservé. Elle prend les enfants, elle les amène à Londres. Je reste à l'hôtel. Je n'ai même pas 5 francs pour payer l'hôtel. J'ai dit que, qu'est-ce qu'on fait ici à l'hôtel? Mieux vaut chercher, et si Emma n'a pas de place, même les cousines, même s'il faut dormir au salon, on dort. On dort. C'est-à-dire, si vous étiez vraiment comme moi, c'est inadmissible que ton enfant meure
On ne peut même aller voir le match qu'on organise à son honneur. Tu ne pars pas. D'accord. Alors, essayons de voir ce qu'il en est de la position, enfin, des promesses faites après, pendant les obsèques de Marc-Vivien Foé. Nous allons marquer une pause, vous permettre de prendre une petite respiration. Après, on revient sur le plateau pour suivre l'émission. Comme vous voulez. Avec notre partenaire Vision Assurance. Dans un monde où les soins de santé deviennent rapidement un luxe, vous devez absolument souscrire à la bonne police d'assurance pour vous et votre famille. Ceci étant, qu'est-ce qu'une police d'assurance? Comment en bénéficier? Pour démystifier cette problématique, ce jour nous donnerons la parole à une experte pas comme les autres, puisqu'elle est le vice-président de Vision Assurance. Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce 5e numéro de votre programme. Écoutons l'expert. Sans transition, allons retrouver l'experte. Parlant de l'assurance maladie, nous allons tout d'abord commencer par vous dire ce que c'est qu'une maladie. Une maladie est une altération de la santé constatée par toute autorité médicale compétente. Par autorité médicale compétente, nous mettons l'accent sur les médecins diplômés d'État reconnus par l'ordre des médecins, ce qui signifie que les tradis praticiens dans ce cas-ci ne sont pas reconnus ni recommandés. L'assurance maladie est une assurance qui a pour but de rembourser à l'assuré ou à ses ayants droit toutes les dépenses relatives à une action médicale ou chirurgicale. L'assurance maladie est importante parce que nous ne pouvons pas malheureusement prévoir les cas de maladie, sauf en cas de maladie chronique bien sûr. Aujourd'hui, je peux souffrir du palu. Dans 3 mois, un de mes enfants peut souffrir de la grippe. Quelque temps après, un parent peut avoir fait un accident et nous nous retrouvons peut-être à court de moyens. C'est là que l'assurance maladie intervient. Cas pratique d'une assurance maladie. Je peux souffrir du paludisme et je décide de me rendre dans un établissement hospitalier. Alors 2 propositions s'offrent à moi. La première consiste à récupérer un bon de prise en charge à la compagnie d'assurance pour certaines assurances ou alors directement à l'hôpital où des bons de prise en charge sont déjà disponibles en général. Payer tous les soins relatifs à notre maladie, ensuite prendre la peine de remplir le bon de prise en charge et de le ramener à la compagnie pour pouvoir bénéficier d'un remboursement. La deuxième proposition, qui est la plus conseillée d'ailleurs, serait de se rendre à l'hôpital directement avec sa carte d'assuré, là où la prise en charge se fera automatiquement pour le bonheur, la quiétude et le bien-être de tous. C'est ici que s'achève votre 5e numéro du programme Écoutons l'expert, espérant vous avoir suffisamment édifié et surtout ne l'oubliez pas, ce programme vous est offert par Vision Assurance. Rendez-vous la semaine prochaine dans le cadre d'une autre édition. D'ici à là, portez-vous bien. Eh bien, la suite de notre émission décryptage de ce soir, nous sommes avec Martin Foé Amogo, père géniteur de Marc-Vivien Foé, de feu Marc-Vivien Foé, décédé en 26 juin 2003 en plein match de Coupe des Confédérations, demi-finale contre la Colombie, 72e minute. Marc-Vivien Foé était milieu de terrain de l'équipe nationale du Cameroun, l'un des joueurs les plus influents de l'histoire, de toute l'histoire du football camerounais et des Lions indomptables. Nous allons parler avec vous de ce qu'ont fait les coéquipiers de Marc-Vivien Foé. Papa Foé, depuis le décès de Marc, depuis des obsèques et tous les discours qui ont été tenus, beaucoup ont promis de venir achever le complexe que Marc a laissé pour la jeunesse camerounaise, pas pour lui, pas pour sa famille. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez reçu quelques coéquipiers, quelques anciens coéquipiers? Je n'ai reçu que Eto fils a envoyé Mabon Kesak. Ils m'ont fait comprendre que le président Eto avait eu des stades. Ils ont pensé à Marc-Vivien Foé.
de construire un stade au niveau du village de Marc-Vivien Fouet et construire aussi l'hôtel. Donc, ce n'est que ça que nous attendons. Alors, vous me dites que l'on vous a envoyé Emmanuel Mabouan-Kessak. Mabouan-Kessak a commencé à collaborer avec Samuel Eto'o il y a 6 mois seulement. Donc, c'est depuis pas longtemps que Mabouan est venu ou depuis que Marc est décédé? Non, c'est récent. Ah, c'est tout récent. Alors, et donc, depuis que Marc est parti, personne n'est venu vous voir? Mais Eto'o fils est venu me voir. D'accord. Il vous a déjà aidé à aller en France lorsque vous étiez malade, vous m'avez dit en début d'émission. Oui. En dehors de ça, il est venu me voir à la maison. D'accord. Il y a l'ancien président libérien, Oppong George, est venu me voir aussi à la maison. Samuel Eto'o et George Oppong Weah et les autres alors? Les autres joueurs? Les autres, non. Les autres ne sont pas venus. Est-ce que vous savez quelle était la nature de leur rapport avec Marc Vivien lorsqu'il, de son vivant? D'autres sortaient très bien avec Marc-Vivien Fouet, étant donné que même Rigobertson, il marchait avec Marc-Vivien Fouet. Mais il n'est pas venu? Non. D'accord. Qu'est-ce que l'État du Cameroun a fait depuis les obsèques et depuis toutes les promesses qui ont été faites? J'ai appris par le canal des médias que le gouvernement camerounais a donné l'argent et c'est Marie-Luce qui a tout pris. Mais qui du gouvernement a donné l'argent? C'est des choses qui ne devraient pas se cacher. Ça devrait être le ministère des Sports. C'est le ministère des Finances qui a sorti l'argent. Après le décès de Marco? Après le décès de Marco. Il y a eu encore un match. C'était à Lyon. Il y a eu un match au Nigeria. Il y a eu un match à Londres. Tout ça, c'était de l'argent qu'on donnait. Et c'est Marine qui prenait tout ça. Depuis que Marc est mort, il y a eu plus de 3 milliards. Et sur cet argent, rien, même un franc, n'a été mis là-bas au complexe. Et vous voyez que depuis que Marc est mort, Marie disait aux gens que qu'on n'arrive pas à construire le complexe parce que c'est à mon nom. Écoutez des bêtises. Quand Marc vivait, Marc m'envoyait souvent l'argent. J'achetais le complexe. J'ai des factures, j'ai des reçus. J'ai des reçus. Est-ce que l'argent que le gouvernement aurait donné devait servir à la finition du complexe? J'ai tous les plans. Mais est-ce qu'on aurait donné l'argent dans le privé? Je crois quand même que s'il y a une opération comme celle-là, c'est-à-dire l'État du Cameroun, le gouvernement décide d'allouer une somme pour ce complexe-là, ça va être une cérémonie officielle. Nous, de la presse, n'avons jamais été appelés pour une telle cérémonie, par aucun ministre des Sports ni aucun ministre des Finances. Nous allons nous acheminer vers la fin de cette émission. Papa Fouet, l'État du Cameroun officiellement, au-delà de ce que vous dites, n'a rien fait jusqu'ici. Nous nous souvenons de tous les discours qui ont été tenus pendant les obsèques. Et si aujourd'hui vous aviez un autre fils qui devait arborer les couleurs nationales, qui devait représenter le Cameroun pour peut-être y mourir, que conseilleriez-vous, qu'alliez-vous conseiller à un parent qui a un enfant
et qui doit jouer sous les couleurs nationales? En tant que Camerounais, je n'ai pas accepté. Mais quand j'accepte, ça fait mal. Très mal. De sorte que Foué Ataba Emmanuel était professionnel aussi à Lyon, à l'Olympique lyonnais. Vous savez que après le décès de Marc, j'ai dit de m'arrêter tout ça. D'arrêter le foot? De m'arrêter vraiment ce foot. Donc qu'il n'y ait pas possibilité de venir jouer avec, avec l'équipe nationale, de peur qu'il ne parte aussi comme votre fils? J'ai dit carrément qu'on m'arrête le football. Je n'ai pas... J'ai quand même des petits-enfants qui peuvent jouer au football. Et comprenez-moi, j'avais 2 enfants. Un meurt à cause du football. L'autre, il faut quand même le protéger. Il faut quand même le protéger. Mais vous nous avez dit que ce n'est pas le football qui a tué Marc Vivian. Oui, j'avais dit ça. J'avais dit que ce n'est pas le football. Parce que Marc s'est entraîné à la soirée. Très bien. Marc a mangé vers les 19h, 20h. Très bien. Marc se portait très bien. C'est à partir de minuit que Marc a commencé. Le repas qui est venu, Marc a commencé par là. Aujourd'hui, vous avez des petits-fils comme Scott, qui a été condamné. Bon, il vient d'être libéré, hein, Oui. soit dit en passant. Donc, Oui. il est désormais libre, Marc Scott Foué, mais a été condamné pour des faits de vol à main armée, Ouais. et agression sur Pour un prêtre. 42 €. Hein. Oui. 42 €. Au tribunal, le président du tribunal avait demandé à Marie-Louise que quand ton enfant est sorti, à 2 h du matin, tu n'as pas cherché ton enfant. Elle a commencé seulement à pleurer. Est-ce que serait, vous la rendriez aussi responsable des actes de Scott? Quand vous avez les enfants, vous devez surveiller vos enfants. Ça, c'est le rôle d'un papa, d'une maman. Vous devez surveiller vos enfants. Ce n'est pas... C'est comme ça que moi j'ai élevé Marc. À plus de 20 h, et il ne peut plus sortir. Vous sortez pour aller où? J'ai interdit même Marc. J'ai dit que tu es ce que tu es. Mais interdiction en dehors de Marie-Louise, je ne veux plus voir une autre femme ici, à la maison. C'était complètement interdit chez moi. Même avec Emmanuel Foué. Il s'est marié d'une Française. J'ai dit, tu peux faire tout dehors là, mais ici, à la maison, une fois que tu essaies d'amener, moi-même je viendrai faire sortir cette femme. Donc vous rendez Marie-Louise responsable Ah oui. de l'emprisonnement de... Ah oui. Ah oui. J'ai dit oui. Elle-même jeune fille a besoin d'encadrement. J'ai dit oui. Elle-même a besoin d'encadrement en tant que jeune fille. En 2003, Marco... Je ne l'empêche pas d'aller en mariage. Marco avait 28 ans et Marie-Louise était encore moins âgée que lui. Et aujourd'hui, la preuve qu'elle est restée attachée à son mari, justement, c'est qu'elle ne sait pas de mari. Non, non. Elle n'est pas attachée à son mari. Depuis 19 ans que Vivien est mort, Marie-Louise n'a jamais enlevé l'herbe dans sa tombe. Je le jure. Parce que vous ne voulez pas la voir, peut-être.
Ah. Et pourtant, elle loge chez lui. En comment? Elle est chez elle. Hein? Non, elle n'avait pas conçu une maison. Elle est là de plein droit parce que non, pas de plein droit. L'acte c'est bien séparé, c'est écrit. Je n'étais pas là. Et c'est elle qui a demandé ça. Ce n'est pas Marc qui a demandé. C'est elle qui a demandé bien séparé. Nous allons prendre la dernière articulation de notre émission ce soir, Papa Foué. La dernière rubrique va consister pour vous à regarder certains visages que vous connaîtrez, que vous reconnaîtrez, et vous nous direz à chaque fois ce que vous pensez de ces personnes-là. Oui. Donc, nous allons prendre ça après la petite transition. D'accord. Eh bien, c'est la dernière rubrique de notre émission de ce soir. Vous allez donc nous dire ce que vous pensez des personnes que le réalisateur va vous afficher à l'écran et vous nous direz en quelques mots, hein, pour ne pas perdre assez de temps. Donc, alors, la première personne ce soir, c'est Patrick Mboma. Que pensez-vous de Patrick Mboma en quelques mots? Patrick Mboma, c'est un homme vraiment courageux, mûr, très intelligent. Ancien coéquipier de Marco. Oui. Deuxième personne ce soir, Jérémy Sorenjitap, ancien coéquipier de Marco. Je n'ai pas eu vraiment à le voir de près. Donc vous n'avez pas grand-chose à dire autour de lui. Hein? Non, non, non. Alors, troisième personnalité, troisième personne, Rigobert Song, ancien capitaine de Lyon. Oui, je connais bien Rigobert Song. J'ai dit très bien que Rigobert Song marchait souvent avec Marc Vivien Foué. Mais je sais très bien que Rigobert Song, même là où il habitait à Bassos, j'allais souvent chez lui. Même il jouait souvent à l'école principale des SOS. D'ailleurs, c'est ma femme qui était seulement leur... quand ils ont eu un peu de bobo, c'est elle qui soignait. Et donc, quatrième et avant-dernière personnalité, ancien président de la Fédération camerounaise de foot, Iya Mohamed. Oh, Iya Mohamed était... C'est un type tellement gentil. Et quand Marc a baptisé ses enfants-là, j'étais à la maison. Iya Mohamed est parti de Garoua pour assister. Et partout où Iya Mohamed me voit, il est très gentil, il me salue. D'accord. Et donc, dernière personnalité, inévitablement, hein, l'ancien capitaine des Lions indomptables du Cameroun, actuel président de la FECAFOOT, Samuel Eto'o. Oh, c'est lui, lui alors, et il pense vraiment à Marco. Et je lui dis carrément merci de tout ce qu'il fait. Et vous voyez que Samuel Eto'o va essayer de relever le football camerounais. Et de là, je suis prêt en tant que Fouamougou Martin, chef traditionnel. S'il vient même chez moi, je veux lui donner des conseils comme mon fils. Merci, Papa Foué, pour vous être prêté au jeu. Nous avons plein de messages qu'il est impossible pour nous de lire. Hein. On ne va pas commencer parce que on ne lira même pas le tiers. Donc, sachez en tout cas que beaucoup apprécient votre passage ce soir, comme beaucoup ne sont pas d'accord avec vous. Donc, c'est un peu ça. Non, ça ne peut pas se faire. Tout le monde ne peut pas être d'accord avec moi.
Merci en Jamais. tout cas, merci d'être passé. Le souhait de Vision 4 du groupe L'Anecdote et du décryptage est de voir un jour Papa Foué assis autour d'une même table, comme un père d'enfant avec Marie-Louise. C'est pour ça que j'ai dit que Marie-Louise, c'est moi-même qui est parti demander la main à Marie-Louise. Marie-Louise, c'est ma propriété, c'est ma fille. Je n'aime pas seulement l'orgueil. Je n'aime pas l'orgueil. Parce qu'à mon âge, dire que j'ai élevé un enfant et pour me battre après, non. Il fallait voir là où j'ai pris Marie-Louise. Si elle est consciente. Quand vous allez à Mimbomen, à côté des sapeurs-pompiers, il y a une rue là qui donne en Kwaban. Vous allez voir à gauche, la maison qui est à gauche, au bord de la route comme ça. Là. C'est là où loge sa maman. C'est là où loge sa maman. Et il faut voir comment on a travaillé déjà cette maison. C'est à moi qu'il faut vraiment prendre la machette et me tuer. Or, elle adore sa maman. Parce que mon fils est mort, qu'on m'a fait ça. En tout cas, je remets tout au Seigneur. Merci Papa Foué d'être passé. Merci à vous de nous avoir accordé votre attention pour écouter les 90 minutes de cette émission Décryptage sur la chaîne africaine Vision 4. On se retrouve vendredi prochain pour un autre rendez-vous avec vous, téléspectateurs. Ne quittez pas, nous entrons de plein pied dans le week-end et Vision 4 vous propose des programmes très alléchants. Merci et bon week-end à tout le monde. Parce que le futur se construit dès maintenant, parce que nos choix d'aujourd'hui définissent notre avenir, saisissez l'opportunité de bénéficier d'une formation professionnelle et pratique dans les métiers du futur chez Caisse Informatique et Intelligence Artificielle. Devenez un expert en cybersécurité, ingénieur informatique et réseau, architecte blockchain et big data, et bien d'autres filières innovantes. À l'université Caisse Informatique et Intelligence Artificielle, validez un diplôme français, bachelor ou MBA et devenez des leaders dans les métiers du futur. Vous êtes sur Télésud et nous sommes très heureux de vous compter parmi nos téléspectateurs. Télésud, la chaîne d'information internationale qui parle de l'Afrique. Nous avons toujours dit à la jeunesse qu'il faut qu'elle ait beaucoup d'ambition et d'espoir. Ces écoliers d'Afrique, ils racontent leurs histoires, partagent leur savoir-faire culturel, des traditions. Pour valoriser les solutions, parler des talents d'aujourd'hui et de demain. On retrouve nos correspondants sur place, Chimène Baleba, Pierre Parfait-Longo, Cyril Ndiga. Diaspora, la seule émission au monde consacrée au diaspora. Quand tu te nourris des différentes histoires, eh bien, tu prends confiance en toi. Ainsi va le monde sur Télésud. Il faut que les femmes continuent de croire en elles. Il faut qu'elles investissent sur elles-mêmes. Il n'y a pas de meilleur investissement sur cette terre que l'investissement que nous faisons sur nous-mêmes. Fidèles téléspectateurs de Télésud, de par l'Afrique, de par le monde. Que du meilleur, que de l'amour, du bonheur, de la joie et du rire. Il ne tient qu'à vous d'entrer dans la légende. Une chaîne de télévision produite en France avec un réseau de correspondants africains disponible sur télésud.com, sur les bouquets de Canal+ Afrique chaîne 45, sur le bouquet de Free chaîne 218 et bientôt sur Star Times.
36 270 francs, c'est bel et bien cette somme que le gouvernement camerounais a assignée en 2014 pour qu'elle soit comme le salaire minimum interprofessionnel garanti, SMIC. Mais voilà, bien loin d'être suffisante. À l'époque, je parle là de 2014, en 2022, elle est presque insignifiante. Cette somme, elle est au centre de notre débat de ce soir dans Arrêt majeur. Arrêt majeur, comme vous l'aurez compris, va s'intéresser au SMIC qui pourra-t-il résister à l'inflation des prix connus actuellement sur le marché camerounais? Là sera la principale thématique. Et autour de moi, dans ce plateau, dans ce studio, autant pour moi, nous sommes avec des experts, nous sommes avec des professeurs, des enseignants, des économistes et même des hommes politiques et des journalistes qui vont débattre tout au long de ces 1h30 pour vous faire comprendre quel est le mécanisme autour de l'établissement du salaire minimum interprofessionnel garanti. Nous allons commencer par ma gauche avec Delors Magellan Kamgeng. Il est président de la Ligue des consommateurs. Bonsoir Delors. Bonsoir mon cher, bonsoir à tous les copanélistes. Bonsoir naturellement à tous ces consommateurs sans qui je ne suis rien. Bienvenue. Merci. Alors, on va vous poser une question comme ça d'actualité. Des conflits interethniques font 30 morts dans la région du sud-ouest. N'est-ce pas là une autre manière de poser? N'est-ce pas là une nouvelle évolution de la crise anglophone? Si c'est des conflits interethniques, ça n'a rien à voir avec la crise anglophone qui est sécessionniste. On sait très bien que ces gens demandent à ce que le Cameroun soit scindé en deux, qu'il y ait une partie francophone et une partie anglophone. Donc mais si ça devient interethnique, donc c'est entre différentes ethnies. Donc je ne pense pas qu'il y ait une relation évidente entre ces deux crises. Une crise des séparatistes, des sécessionnistes est différente d'une crise interethnique. Une nouvelle crise interethnique donc qui naît au Cameroun alors qu'on a déjà une entre les Arabes. Oui, dans l'extrême nord, effectivement, il y a une crise. Le vivre ensemble n'est pas menacé. Le vivre ensemble, c'est quelque chose qu'il faut cultiver tous les jours. Hein. Il faut tolérer l'autre, il faut cesser de vouloir être nombriliste. Il faut partager. Le Cameroun est un tout. Le Cameroun, c'est l'Afrique en miniature. Il y a différentes cultures. Il y a des centaines d'ethnies, des centaines de tribus. Donc, on doit pouvoir travailler la main dans la main, se battre pour combattre les terminologies telles que le tribalisme et autres. Hein, tout faire pour que l'esprit d'intégration, pour que l'esprit de la solidarité puisse être développé, déployé, afin que chacun se sente chez lui. Le Cameroun, c'est notre Cameroun à nous tous. Même si on est anglophone, francophone, de l'ouest, du sud ou du nord, on doit pouvoir chaque fois taire nos velléités tribales, velléités ethniques, pour pouvoir mettre comme credo l'unité, l'union, la solidarité. Dans le Cameroun d'abord, les ethnies après. Ok, merci. Je vais me tourner vers ma droite, vers Yaya Bello. Vous êtes homme politique. De quel bord? Bonsoir Serge, merci déjà pour l'invitation. Bonsoir aux co-panélistes et surtout merci, bonsoir aux nombreux Camerounais qui sont en train de nous suivre de l'Est à l'Ouest. Je ne veux pas oublier, le Cameroun traverse des moments difficiles. Je crois que le grand frère Magellan vient de le dire. Nous avons des crises sécuritaires tantôt. Tantôt nous avons des crises ethniques. Voilà, donc nous appelons les Camerounais à faire preuve de patience, de persévérance. Le vivre ensemble, c'est un construit qui doit être fait au quotidien. Alors, pour répondre à votre question, je suis du Parti camerounais pour la réconciliation nationale. Merci. Nous allons accueillir... PCRN. Nous allons accueillir... vous souhaiter les condoléances. Nos condoléances, parce qu'il a perdu son père. Nous les transmettrons, Inch'Allah. D'accord. Merci, merci. Nous allons accueillir notre troisième invité aujourd'hui. Il est rédacteur en chef du quotidien Intégration. Il s'appelle Monsieur René Meva Amougou. Bonsoir. Bonsoir. Et justement, je vous rectifie immédiatement. C'est Jean-René Meva Amougou. C'est comme cela que c'est écrit sur mon acte de naissance, c'est le nom que mon père m'a donné. Eh bien, bonsoir à tous les téléspectateurs de Vision 4, bonsoir à tous les Camerounais. Vous avez parlé de conflits interethniques. Eh bien, le constat il est sombre parce que
on ne va pas se leurrer une nouvelle fois. C'est une autre déclinaison de la crise anglophone qui s'amorce là, parce que il faut dire les choses telles qu'elles sont. On a eu le temps de bien comprendre que dans la partie anglo-saxonne du Cameroun, il y a beaucoup de problèmes, et bien malin serait celui qui pourrait être capable